Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon dimanche. Alors aujourd'hui, on va parler de crise économique, de déflation et de Bitcoin, bien évidemment. Alors avant de commencer la vidéo, si vous n'avez pas encore réservé votre place pour la conférence que j'organise ce soir, donc à 17h, eh bien écoutez, n'hésitez surtout pas à vous inscrire. On va parler investissement, on va parler crise économique, on va parler aussi un petit peu de Covid-19. Je vais essayer en fait de vous partager un maximum d'informations pour essayer en fait de survivre à cette crise et en tirer profit, bien évidemment financièrement. Et je vais également, à la fin de la conférence, partager mon portefeuille personnel d'investissement que j'ai créé au fil des années. Voilà, donc surtout, si le sujet en fait de l'investissement vous intéresse, peu importe les domaines, ça peut être l'investissement boursier, l'investissement dans les crypto-monnaies, dans l'or, etc. J'ai vraiment en fait m'efforcé de répondre à un maximum justement de questions qu'aujourd'hui beaucoup de personnes se posent. Donc n'hésitez pas à venir. Donc c'est ce dimanche à 17h. Réservez votre place, c'est important parce qu'il n'y a que 1000 places au final pour la conférence. Il y a pratiquement déjà 1 millier de personnes qui sont inscrites à la conférence. Donc surtout, inscrivez-vous, réservez votre place et arrivez un petit peu en avance pour assurer votre place parce que malheureusement, si vous arrivez peut-être un petit peu trop tard, il n'y aura peut-être plus aucune place. Voilà, donc surtout, ne ratez pas cet événement. Je le fais en fait quasiment jamais, c'est juste 1 à 2 fois chaque année. Donc la première fois, ça va être de l'année, ça va être maintenant. Donc surtout, profitez-en. Alors, aujourd'hui, on va parler un petit peu de crise économique. Mais on va pas commencer en fait à essayer de deviner en fait l'avenir. Déjà ça c'est le premier point, c'est important. On fait que des spéculations. On ne sait pas en fait de quoi l'avenir sera fait. Le but c'est pas non plus en fait d'investir en fonction des choses qui pourraient se passer, parce que je le répète mais c'est important. On ne sait pas ce qui va se passer. Donc déjà en fait ce qu'on sait pour le coup, c'est que nous allons avoir une crise économique. Nous sommes au début d'une crise économique. Là il n'y a aucun doute par rapport à ça. Maintenant la crise économique que nous avons n'est absolument pas similaire aux précédentes crises que nous avons pu avoir. Et ça, j'espère que c'est bien clair pour tout le monde. Que ce soit 2008 ou 1929, comme parfois je l'entends, ces deux crises n'ont absolument rien en commun. Donc les personnes qui font souvent en fait des comparaisons avec la crise du Covid-19 et 2008 voire 1929, moi je les invite à étudier en fait ces crises-là parce que moi je les fais. Elles n'ont absolument rien en commun, donc ça sert à rien en fait de les comparer. Les conséquences seront encore une nouvelle fois différentes. Pourquoi ? Premièrement parce que l'économie a été mise à l'arrêt et ça n'est jamais arrivé. Même en temps de guerre, l'économie n'a pas été complètement mise à l'arrêt. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'elle a été mise à l'arrêt volontairement, et ça pour le coup c'est quand même assez incroyable parce que en fait cette crise elle a été déclenchée volontairement par les politiques quand ils ont décidé en fait d'appliquer le confinement. Ils savaient pertinemment que cette décision là allait déclencher une crise économique, et c'est quand même assez unique que ce soit en fait directement les personnes qui nous commandent qui décident qu'on ait une crise, parce que là c'est clairement ce qui s'est passé. C'est eux qui ont pris la décision de faire le confinement, donc de déclencher une crise économique. Premier point, ça n'était jamais arrivé. Ensuite, il n'y a jamais eu autant de réactions des banques centrales. Et justement, à mon avis, en fait, justement, la première raison est un petit peu liée, c'est-à-dire que vu que les gouvernements, c'est eux qui ont décidé en fait de provoquer cette crise à cause du confinement, il y a eu des mesures qui ont été prises extrêmement rapidement par les États, par les banques centrales, pour essayer en fait de limiter la casse au maximum, et ce très rapidement. On n'a jamais vu autant d'argent qui ont été injectés en fait dans le système. On n'a jamais vu les États proposer en fait des plans de relance aussi importants, alors que pour le coup, la crise venait tout juste en fait d'être déclenchée. Mais à mon avis, si ça a été fait comme ça, c'est parce que justement cette crise, elle a été déclenchée volontairement par les États qui ont décidé d'appliquer le confinement. On va pas en fait rentrer dans le débat par rapport à ça. Le confinement, à mon sens, n'était pas la seule option. Malheureusement, pour certains pays, ça s'est retrouvé à être la seule option viable, mais on va pas rentrer dans les détails par rapport à ça. En tout cas, on part quand même du principe que c'est l'État qui a appuyé sur un bouton pour dire on arrête l'économie et on déclenche une crise. Ça, ils le savaient pertinemment quand ils ont annoncé le confinement. Donc c'est pour ça en fait déjà que cette crise, elle est unique. Et cette crise, en fait, on n'a pas de point de comparaison avec d'autres crises, car chaque crise, à chaque fois, elle est unique. En général, on apprend des crises. Donc on
on va jamais se retrouver avec une crise similaire. Comme 2008, on va pas se retrouver de nouveau avec une crise de la dette comme on a pu avoir en 2008 à cause notamment de l'immobilier. C'est pareil en 1929. Voilà, bon, à chaque fois qu'il y a une crise, on apprend de ces crises-là et c'est quand même très difficile de revoir une crise qui est extrêmement similaire. Voilà. Alors maintenant, pourquoi est-ce qu'on parle de déflation? Alors, parfois on parle d'inflation, parfois de déflation. Bon, il faut savoir que il y aura de l'inflation, donc de la hausse des prix, parce qu'il y a des problèmes dans la chaîne d'approvisionnement. Donc bien évidemment, si l'offre est extrêmement faible et qu'il y a beaucoup de demandes, eh ben les prix vont augmenter. Et c'est exactement ce qu'on retrouve sur très souvent les denrées alimentaires, les produits frais, etc. Parce qu'en fait, ces produits-là, ils ont des problèmes aujourd'hui d'approvisionnement. Ça veut dire que les pays, eh ben, ils exportent beaucoup moins, ils conservent les stocks pour eux, et donc forcément, en fait, tous les autres pays qui étaient habitués à recevoir plein de denrées alimentaires, de produits frais, de légumes d'Espagne, etc., et ben là, pour le coup, ben, ils peuvent plus en fait en acheter, donc ils se retrouvent uniquement avec les produits locaux, et j'ai envie de dire même tant mieux, mais ces produits-là qui vont coûter beaucoup plus cher. Et donc ça va provoquer bien évidemment une inflation sur certains types de produits. D'autres types de produits, pour le coup, eux, ils vont subir clairement une déflation. Si on prend l'exemple par exemple de l'automobile, de l'essence, eh ben, l'essence va baisser, le gaz va baisser, et par exemple les voitures vont baisser. Aujourd'hui, les parkings de voitures ils sont remplis à ras-bord, donc il va falloir les vendre. Il y aura tellement en fait d'offres sur le marché que les prix vont baisser. Donc ça veut dire que à la suite de la crise sanitaire, il y aura une inflation d'un côté et une déflation en fait de l'autre. Il y aura des produits qui vont coûter plus cher, d'autres qui vont coûter beaucoup moins cher. Voilà. Donc ça c'est le premier point. Ça c'est ce qui va se passer, on va dire, juste après la crise sanitaire. Maintenant, la crise économique, elle, à mon sens, elle va durer. Elle va durer pas quelques mois. Je pense qu'elle va durer au moins une année, si ce n'est plus, parce qu'une crise, ça dure quand même plusieurs années en règle générale. Et donc, cette crise-là pourrait nous amener in fine sur une déflation lorsque, on va dire, les problèmes d'approvisionnement auront été résolus. Parce que, à mon sens, ils vont être résolus. J'ai entendu un petit peu tout par rapport à ça, hein, comme quoi il y aurait des crises, non, il y aurait des problèmes dans la chaîne d'approvisionnement, qu'il y aurait des pénuries en fait de nourriture, etc. Bon, comme toujours en fait, il y a tout le temps les extrêmes, des personnes qui vont toujours aller plus loin, comme il y aura des centaines, des millions de morts à cause du coronavirus, comme il y aura des problèmes d'approvisionnement, on va manquer de nourriture, faites des réserves, etc. Bon, au final, on l'a vu, il y a eu absolument aucune pénurie. Donc vous voyez que à chaque fois, on va toujours en fait dans l'extrême. Alors, je parle de pénurie alimentaire, bien évidemment, on va pas rentrer dans la polémique sur les masques, etc. Donc pourquoi une déflation? Pourquoi une déflation? Parce que premièrement, à mon sens, ben déjà, ça c'est avéré, il y aura une récession un petit peu partout en fait aujourd'hui. Tous les pays en fait vont être en récession, il y aura moins de richesse qui va être créée, le PIB, donc le produit intérieur brut, va énormément baisser. On est en plus dans un monde à taux négatif, il y a une guerre du pétrole, donc le pétrole c'est aussi extrêmement important, donc du pétrole et également on va dire également du gaz, c'est assez lié. Il y aura également des craintes qui vont être liées au coronavirus, donc les gens vont pas forcément demain tous se coller entre eux pour aller consommer. Il y aura des problèmes de chômage, et quand il y a du chômage, quand il y a des faillites et de l'incertitude, on consomme moins. Donc oui, il y aura une consommation juste après que le confinement soit terminé, c'est un petit peu ce qu'on a eu en Chine, et puis après, il y aura par contre une baisse de la consommation par rapport à ce qu'il y avait avant le coronavirus et avant le confinement. Parce que bien sûr, en fait, les gens, ils sont restés 2 mois, ils sont restés quand même 2 mois limite en quarantaine, hein, il faut employer les mots parfois qui sont justes, pratiquement 2 mois en quarantaine, il y a cette crainte liée au coronavirus, donc on va pas en fait commencer à ressortir, à se frotter entre les gens, à consommer, à aller faire du shopping, etc. Donc il y aura vraiment un impact au niveau économique par rapport à ça. Et c'est vrai que malheureusement, ça va être les commerçants qui déjà étaient énormément impactés auparavant, avant même la crise, à cause des loyers, à cause du e-commerce, à cause d'Amazon, etc. Et ben en fait, toutes ces personnes-là, qui au final sont assez importantes dans le tissu économique, et ben ils vont encore plus souffrir, il y aura encore plus de faillites, et ça va être encore plus dur de redémarrer. D'autant plus que les géants comme Amazon, eux, ils ont pu en profiter pour encore plus capter, on va dire, de nouveaux clients, et augmenter en fait leur chiffre d'affaires. Donc vous voyez que d'un côté, certains, ils en profitent, d'autres, ils vont malheureusement en souffrir énormément. Et ensuite, il y aura donc une baisse de la consommation. Qui dit baisse de la consommation dit baisse du chiffre d'affaires de la plupart des entreprises. Et donc, qui dit baisse du chiffre d'affaires dit ensuite, en fonction de la durée, baisse des salaires. Il faut aussi comprendre que dans une déflation,
la baisse des salaires, elle est possible. On a toujours l'impression en fait que les salaires ne peuvent jamais baisser. Mais c'est parce qu'en fait, on a toujours été plus ou moins en croissance depuis maintenant un petit moment. Mais si jamais on tombe dans une déflation, il y aura soit le chômage, soit une réduction des heures et une réduction du salaire. Il n'y aura pas en fait le choix parce que les entreprises ne pourront pas se permettre de payer les salaires actuels. Et donc en fait tout ça, ça fait une baisse des prix généralisée et c'est absolument pas bon pour l'économie. Ne croyez pas en fait que c'est pas parce que tout coûte moins cher que c'est mieux pour vous, que votre pouvoir d'achat va être supérieur. Au contraire, votre pouvoir d'achat, il va également baisser, voire même baisser encore plus que les prix des denrées alimentaires, des produits de consommation courante, etc. Donc en fait, une déflation, c'est absolument pas bon, d'autant plus que l'argent va se raréfier, les crédits seront plus difficiles et toutes les personnes qui auront contracté en fait des crédits, eux, ils vont se retrouver en fait dans une situation financière extrêmement mauvaise. Donc ça justement, on va en parler. Donc voilà un petit peu pour moi en tout cas pourquoi est-ce que c'est plausible de croire à ce qu'on ait une déflation. Alors après une déflation, en général, qu'est-ce qu'on a? On a une inflation, voire une hyperinflation. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important d'investir en fonction justement de ce qui pourrait se passer, même si on ne sait pas exactement qu'est-ce qui va se passer, mais d'avoir un portefeuille qui est capable de résister autant à une déflation qu'à une inflation. Et on va justement voir en fait que certains actifs arrivent à être intéressants, d'autres le sont beaucoup moins, et c'est pour ça qu'il faut toujours être capable en fait de correctement équilibrer et pondérer son portefeuille. Alors, quels sont les actifs qui préservent la valeur en cas de déflation? Et bien en fait, ce ne sont pas les actifs les plus, on va dire, connus et surtout les plus utilisés. L'immobilier, par exemple, c'est à bannir. En fait, c'est le pire actif qu'on peut acheter dans une période en fait de déflation. Pourquoi? Parce que l'immobilier, on l'achète à crédit. Faire un crédit en phase de déflation, c'est extrêmement mauvais. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez avoir le prix de l'actif qui, lui, va baisser. Votre crédit, lui, ne baissera pas, vos revenus vont baisser, les revenus liés à votre investissement, par exemple immobilier, mais ils vont baisser, sauf votre crédit. Donc en fait, le coût du crédit va être de plus en plus cher mois après mois, même si au final le crédit reste le même, c'est parce que tout le reste baisse. Et c'est pour ça en fait que dans une déflation, eh bien, il ne faut surtout pas avoir de crédit, par contre il faut être la personne en face qui va récupérer les intérêts et justement donc le rendement. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'investir dans des obligations. Alors bien sûr, il faut que l'obligation soit remboursée, on est d'accord par rapport à ça, donc des très très bonnes obligations dans des phases de déflation. Parce qu'il y a un tel risque au niveau justement des personnes qui vont emprunter, et il y a un tel risque en fait de défaut de paiement, que ça en fait ça risque d'impacter toutes les personnes qui ont acheté à crédit, et en général c'est quoi qu'on achète à crédit? C'est de l'immobilier. Voilà. Ensuite, les actions. Bon, les actions, elles vont performer, mais il y aura mieux, comme les obligations, en fait, grâce au rendement qu'elles vont délivrer. En fait, elles vont performer, en moyenne en tout cas, mieux. Oui, il y aura toujours en fait des entreprises qui vont réussir à toujours bien performer, mais on va dire que dans la moyenne globale, on va dire que les obligations sont quand même plus intéressantes dans un contexte de forte déflation. Forte déflation, pardon. Ensuite, on a l'or. Donc l'or, c'est un actif qui, on le sait, préserve la valeur. Donc pour le coup, il va en fait vous permettre d'augmenter votre pouvoir d'achat. Le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup, en fait, malheureusement, de recul par rapport à ça. Pourquoi? Parce que dans les années 30, quand il y a eu en fait la Grande Dépression avec justement la déflation, eh ben l'or était manipulé parce que le prix de l'or était fixe et rappelez-vous que le dollar était adossé justement à de l'or physique. Il y a eu en plus pas mal de dévaluation par rapport à ça. Donc malheureusement le prix de l'or, on le sait, il était manipulé. Il a été en fait fixé par le gouvernement. En plus, à savoir qu'à partir de 1933, il était impossible de détenir de l'or physique, et ce en fait jusqu'en 1975. C'était illégal en fait de détenir de l'or physique. Vous étiez passible d'une amende de 10 000 $ et de 10 ans d'emprisonnement. Voilà. Donc c'est pour ça en fait que l'or, malheureusement, on n'a pas vraiment en fait beaucoup de recul par rapport à ça, malgré en fait le fait que l'or soit utilisé depuis maintenant des centaines, voire des milliers en fait d'années. Des phases de déflation, et durant des phases de déflation, l'or était malheureusement beaucoup trop manipulé et en plus même pas accessible pour les particuliers. Ensuite, donc les obligations, ça on l'a vu que bien sûr c'est intéressant, et le Bitcoin, le Bitcoin on ne sait pas. Pourquoi? Le Bitcoin en fait il a des caractéristiques qui sont uniques en son genre. Alors oui, c'est proche de l'or, mais c'est un petit peu différent en fait dans le sens où le Bitcoin c'est programmé, c'est-à-dire qu'on sait que tous les 4 ans, il sera
beaucoup plus difficile d'extraire du Bitcoin, il y aura une création qui va être réduite. Tout ça, en fait, c'est contrôlé logiciellement. Donc, on sait exactement, en fait, ce qui va se passer. Dans le cas, en fait, de l'or, on ne sait pas exactement, parce que tout va dépendre des investissements qu'il y aura, en fait, dans les mines d'or. Plein de choses, en fait, vont rentrer en jeu. Donc c'est pas aussi simple que ça de savoir en fait quelle sera exactement la production par exemple d'or dans les 5 à 10 prochaines années, alors que le Bitcoin, au Bitcoin près, on sait exactement combien de Bitcoins vont être créés. Donc le Bitcoin, ça reste un actif qui est extrêmement intéressant. On ne connaît pas aujourd'hui son comportement dans des phases fortement inflationnistes et fortement déflationnistes. En fait, le Bitcoin, il n'a connu qu'une phase de croissance, vu qu'il a été créé à la suite de la crise économique de 2008, donc des subprimes. À la suite de cette crise-là, on a quand même eu une superbe phase de croissance, surtout aux États-Unis, qui a duré plus d'une dizaine d'années. Donc en fait, le Bitcoin n'a connu que la croissance. Donc honnêtement, aujourd'hui, s'avancer en fait sur le comportement du Bitcoin, à mon sens, c'est prendre beaucoup trop de risques parce qu'on ne sait pas en fait comment est-ce qu'il va réagir. Alors, s'il réagit comme l'or, à mon avis, il va en fait tout simplement permettre aux personnes qui vont en avoir d'augmenter leur pouvoir d'achat. Maintenant, on n'en a pas la quasi certitude, même si moi j'ai quand même ma petite idée, mais ça c'est plus mon point de vue personnel bien évidemment. Alors, par rapport plus à tout l'écosystème blockchain Bitcoin, quel sera l'impact d'une déflation? Bon, premièrement, le grand gagnant, ce sera les stablecoins. Donc les stablecoins, c'est quand même une super réussite aujourd'hui. Faut quand même pas oublier que les stablecoins, ça permet à n'importe qui d'avoir accès à du dollar, principalement du dollar, hein. Et ça, pour le coup, c'est extrêmement intéressant. Il faut savoir que, par exemple, aujourd'hui, vous, est-ce que c'est facile pour vous d'avoir accès au dollar? Est-ce que c'est facile pour vous d'acheter du dollar? Eh ben non, absolument pas en fait. C'est-à-dire que aujourd'hui, allez voir en fait votre banque classique et demandez-lui est-ce que je peux avoir un compte en dollars? Et vous verrez en fait qu'est-ce qu'elle va vous répondre. Elle va vous dire non, ce n'est pas possible en fait. Donc aujourd'hui, pour le commun des mortels, c'est extrêmement difficile en fait d'avoir accès à d'autres devises, notamment en Europe, que l'euro. Alors il y a quelques néobanques qui commencent un petit peu justement à proposer en fait des comptes multidevises, comme Revolut par exemple. Le problème c'est que c'est pas véritablement un vrai compte multidevise, c'est on va dire un petit micmac, hein. C'est un petit peu en fait comme les actions au final. Alors c'est bien, c'est une première avancée, mais c'est pas un vrai compte multidevise en fait. Et pour ça en fait il faut aller soit aller créer des comptes par exemple en Suisse. En Suisse il n'y a aucun problème. Si on crée un compte en Suisse, on peut avoir une dizaine de devises différentes sans aucun problème. On peut même faire des crédits en dollars, en francs suisses, en euros, en ce qu'on veut. Donc il y a vraiment une liberté, mais malheureusement aujourd'hui en Europe et particulièrement en France, on est vraiment bloqué avec le système bancaire actuel à l'euro et uniquement l'euro. Donc ça c'est quand même un gros problème. Et là je parle des pays développés, mais si on parle des pays en voie de développement, c'est encore pire. Avec les monnaies qui se font dévaluer actuellement, parce qu'en temps de crise il se passe quoi? Il se passe que les monnaies faibles, donc les monnaies en fait, les petites monnaies des pays en voie de développement se font dévaluer massivement. Pourquoi? Parce que des grandes quantités en fait de ces monnaies là vont être vendues contre des monnaies beaucoup plus fortes pour se réfugier. Contre du dollar, de l'euro, du franc suisse, du yen, etc. Donc on a eu une baisse d'environ 10% de la plupart en fait des monnaies des pays émergents face au dollar, parce que justement en fait on préfère avoir une monnaie forte qu'une petite monnaie, et donc qui peut être beaucoup plus faible. Voilà, donc l'accès au dollar grâce au stablecoin, elle a été extrêmement simplifiée. Et ça pour moi je trouve que c'est une des plus grandes réussites aujourd'hui de la blockchain, c'est les stablecoins. Voilà, donc ça va bien évidemment profiter aux stablecoins. Pourquoi? Parce que le cash, donc les devises, j'en ai pas parlé, mais c'est extrêmement intéressant dans des phases de déflation. Vu que tous les actifs perdent de la valeur, et bien avoir du cash, c'est aussi un moyen de pouvoir acheter des biens qui vont coûter moins cher et également de préserver un minimum la valeur. Alors bien sûr, si vous êtes sur des monnaies qui sont fortes et pas des monnaies qui vont se faire dévaluer, bien évidemment. Donc les stablecoins pour moi vont être les grands gagnants pour le coup, parce que l'accès au dollar n'a jamais été aussi simple. Ensuite, on aura toutes les entreprises de prêt. Là, ça va être un petit peu plus compliqué. Parce que, à mon avis, comme je peux vous le dire, en fait, faire des crédits dans des phases de déflation, c'est pas forcément hyper intéressant. Et donc, ça pourrait impacter, mine de rien, les boîtes comme Nexo, comme Celsius, comme Nuo, et même la DeFi, en l'occurrence, qui propose également des solutions, en fait, pour faire des crédits. Ça pourrait également, en fait, impacter ça. Parce que le crédit, c'est extrêmement mauvais dans des phases de déflation. Ensuite, il pourrait y avoir un ménage de printemps au niveau des projets crypto. Parce que qui dit déflation, dit des problèmes financiers pour les entreprises,
mais les startups dans la blockchain ne va pas être épargné en fait par ça. J'ai vu justement un article qui parlait en fait de Zug. Donc Zug, c'est un petit peu la ville crypto où il y a énormément de startups, donc c'est en Suisse, qui ont été créées et elles sont dans de grandes difficultés financières. Donc il y aura en fait de nouveau un ménage qui va être fait au niveau des startups blockchain. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les plus grosses qui ont des fonds de côté vont être capables de survivre, donc d'absorber les plus petites. Donc ça veut dire qu'on aura des géants, à mon avis, qui vont encore plus grossir et surgir, hein, comme Binance, même d'autres plateformes qui, à mon avis, n'auront pas de problème pour tenir sur même plusieurs années et qui vont pouvoir en ressortir beaucoup plus fort. Par contre, il est clair que les petits projets qui n'ont pas forcément des grands moyens, eux, ils vont énormément souffrir. Parce que il faut pas croire en fait que le monde de la blockchain, c'est un monde qui est à part, hein, c'est un monde qui est connecté au monde réel. Et donc, quand les boîtes vont mal, les boîtes crypto vont mal également. Voilà. Donc, j'espère que c'est clair par rapport à tout ça. Ensuite, si on a un retour de l'inflation, quels vont être les actifs qui vont vraiment être intéressants? Et bien là, pour le coup, ça va être les actions et l'or, parce que l'or, au final, va toujours garder en fait sa casquette de refuge de valeur. Et également, pourquoi pas, le Bitcoin. Mais ça, c'est pareil en fait. Le Bitcoin n'a pas connu en fait de fortes périodes inflationnistes. À chaque fois, l'inflation, honnêtement, il tournait à 1, 2, 3% dans les pays développés. Donc, on ne sait pas vraiment en fait comment le Bitcoin va réagir. Mais de par ses caractéristiques, moi, je me fais aucun doute par rapport à ça. Voilà, donc j'espère que c'est clair. J'aurais pu également parler en fait des politiques monétaires, de l'hélicoptère monnaie qui est en train d'être mis en place par de grands États comme les États-Unis, comme Hong Kong je crois, et même d'autres pays qui ont directement distribué en fait de l'argent au peuple. Donc ça en fait c'est plutôt inflationniste. Pour l'instant, je pense pas que ça aura des impacts tout de suite sur l'inflation, mais peut-être que justement plus tard, dans quelques années, on aura de nouveau une phase fortement inflationniste. Voilà. En tout cas, ce qui est important, c'est de comprendre le comportement des différents actifs en fonction des contextes économiques. Donc justement, j'ai commencé un petit peu à aborder ce sujet-là. Si ça vous intéresse, venez à la conférence de cette fin d'après-midi, donc à 17h, parce que j'irai encore plus dans le détail par rapport à ça et je pourrai directement répondre à toutes vos questions. Voilà, donc j'espère que c'est clair. Donc bien sûr qu'il ne faut jamais mettre de côté les différents actifs. À mon sens, tous les actifs sont intéressants. Que ce soit le Bitcoin, que ce soit l'or, les obligations, bien sûr, il ne faut pas tout confondre dans les obligations. Il y a du très mauvais et quelques-unes qui sont plutôt bien. L'immobilier également, il faut comprendre que ça ne fonctionne pas tout le temps et que dans des phases de déflation, c'est le pire investissement au final parce que vous l'achetez à crédit. Et également les actions qui sont un petit peu incontournables pour générer de la performance. Voilà, donc j'espère que c'est clair. On se retrouve donc ce soir à 17h pour la conférence. Je rappelle, c'est important, le lien pour réserver votre place, il est juste dans la description. Je vous dis bon dimanche et à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Merci.